Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu comme tous les mardis à 18 h. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de hardware parce qu'il y a quand même pas mal de news. On va parler aussi de software parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du côté de chez AMD. Et si vous êtes assez téméraire, à la fin de la vidéo, je vais vous casser le moral pour toute la semaine. Vous êtes prêts? Alors on est parti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ou 3 mois, il y avait une rumeur du côté de chez AMD où une fameuse RX 6750 GRE devait sortir. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de précision sur cette nouvelle carte de chez AMD. Alors pour le coup, ça ne sera pas 10 Go de VRAM, mais 12. Et on aurait quand même un TDP vraiment assez faible de 170 watts. Donc là, pour le coup, c'est plutôt sympathique. Maintenant, il faut savoir qu'elle est vraiment prévue que pour le marché asiatique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aurait pas sur nos marchés français. Puisque si vous achetez un PC gamer monté, vous risquez d'avoir une 6750 GRE. Alors, au niveau de la puissance, comme vous pouvez voir sur le tableau, on peut la positionner. Aujourd'hui, elle se situe entre la 6700 de base et la 6700 XT. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est une mauvaise carte puisque la 6700 XT fait vraiment encore très bien le taf, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, le gros problème, c'est pourquoi nous faire une carte maintenant en sachant que les 7000 sont sortis. Est-ce qu'il y aurait encore énormément de stock en 6000 et qu'ils essaieraient de les évacuer comme ça ? Après une très longue attente de 11 mois pour avoir enfin le FSR 3.0 qui sort sur les 7000, eh bien on a des problèmes avec la suite logicielle Anti-Lag Plus de chez AMD. Et pour le coup, ça la fout mal. Il faut savoir que l'Anti-Lag Plus provoque vraiment des gros bugs sur tous les jeux compétitifs et beaucoup moins sur les jeux solo. Et là, on se pose vraiment la question. Est-ce que c'est AMD qui a fait un mauvais programme pour les nouvelles cartes graphiques RX, ou alors c'est les développeurs de jeux qui sont obligés d'augmenter l'anti-triche et qui provoqueraient des problèmes avec l'anti-lag plus, ou alors c'est simplement les joueurs pour gagner quelques frags feraient n'importe quoi pour tricher et gagner une partie de Call of Duty Warzone. Alors pour le coup, moi je trouve qu'il ne faut pas jeter la pierre à AMD, puisque normalement, l'Anti-Lag Plus marche correctement puisqu'on le voit bien dans les jeux solo, il n'y a aucun problème. Mais par contre, sur les jeux compétitifs, on a un gros souci. Donc, pour la petite conclusion, pour que l'Anti-Lag Plus marche parfaitement sur les jeux compétitifs, je pense que certaines personnes devraient arrêter de tricher sur Warzone, tout ça pour finir top 1. Et malheureusement, AMD continue avec les ennuis, puisque là, c'est la société GPD qui accuse AMD d'avoir rompu son contrat avec lui en ne livrant pas des puces Ryzen 7 7840U. Alors pour le coup, GPD, c'est un constructeur de consoles à clapper. Il est quand même réputé dans le domaine. Pour ceux qui ne connaissaient pas, voilà, j'en ai trouvé une. On est à 100 € d'occasion. Bon, c'est pas la meilleure, bien sûr. Mais voilà, ça vous donne un peu un aperçu des consoles. Et pour le coup, il devait construire celle-ci. Alors, la première livraison de Ryzen 7 a été livrée en temps et en heure, donc les consoles sont sorties de chaîne. Le gros problème actuellement de la société GPD, c'est que les chaînes de production sont à l'arrêt, vu qu'ils n'ont pas les puces AMD. Donc, ils perdent énormément d'argent. Alors, est-ce que tout ça va se terminer en procès, ou alors AMD va peut-être baisser les prix de ces Ryzen 7 pour essayer de compenser la perte de la société GPD? Ça, on en saura un petit peu plus, je pense, dans les semaines à venir. Après 20 mois d'attente digne d'un épisode de Dallas, on a enfin la fin. Oui, c'est tombé. Les nouvelles licences Call of Duty, Diablo et WWE sont officiellement à Microsoft pour la simple bagatelle de 69 milliards de dollars. Alors, pour le coup, vous pouvez voir que Microsoft rachète quand même énormément de studios pour faire grandir son offre Xbox Game Pass, mais qu'on peut retrouver aussi sur l'offre Xbox Game Pass sur PC. D'ailleurs, les jeux sont un peu plus jolis que sur la Xbox, il faut l'avouer. Ça dépend aussi du PC que vous avez. Mais aujourd'hui, moi qui suis sur Xbox Game Pass, j'ai pu voir certains titres comme Diablo 4, comme Starfield,
effectivement arriver sur justement sur le Game Pass, mais ils sont pas si extraordinaires que ça. Même Forza numéro 5 que j'attendais vraiment avec impatience, j'ai quasiment plus de 50 heures de jeu dessus. Je dois dire que je m'ennuie. Alors effectivement, c'est plutôt joli. Mais au niveau scénario, c'est encore une fois inexistant. Starfield, je m'attendais à énormément de choses. En même temps, c'est Bethesda, qui appartient aussi à Microsoft. Et pour le coup, je m'ennuie sévère sur Starfield. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé le jeu Starfield et que vous êtes vraiment hypé par tout ce qui tournait autour. Mais moi, je reste sur ma faim. Pareil sur Forza numéro 5. Sur Diablo, j'ai adoré. En même temps, ça faisait 11 ans que j'attendais le nouveau Diablo, donc je peux vous dire que je l'ai triarde. Mais j'espère qu'à l'avenir, les développeurs qui travaillent maintenant pour Microsoft, et même sur Call of Duty, et je vais m'expliquer sur Call of Duty, j'espère qu'ils nous feront des jeux beaucoup mieux qu'on a actuellement. Que ce soit au niveau scénaristique, que ce soit au game design et surtout que ce soit au niveau FPS. C'est-à-dire que j'espère qu'ils vont vraiment bien développer les jeux pour que même les petits PC, même les anciennes consoles, puissent avoir un taux de FPS vraiment assez conséquent. La chose que j'espère le plus au monde au niveau de la licence Call of Duty, c'est que Microsoft désactive le SBMM. Et à partir de là, je ferai peut-être l'effort de retourner sur Call of Duty. Mais pour le coup, Modern Warfare 3, je vais le laisser tomber dès la sortie. Pour les consoleux, le 10 octobre, c'était vraiment une date à ne pas rater, puisqu'on avait enfin des nouvelles et surtout des photos officielles de la nouvelle PS5 Slim. En attendant la PS5 Pro, voire même la PS6 en 2027. Et pour le coup, c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. On a un nouveau design beaucoup plus affiné, mais, et oui, il y a un mais. Alors, pour le coup, comme vous pouvez voir, au niveau de la largeur de la nouvelle, on perd quasiment 4 cm. Au niveau de la longueur, on en perd quasiment 5. Bien sûr, au niveau du poids, ça s'allège, puisqu'elle faisait 4,5 kg, et là, on va passer au plus haut à 3,2 kg. Pour le coup, c'est plutôt pas mal. Bon, on s'en fout un peu du poids, puisque du moment où elle est posée, on ne se trinque-balle pas dans toute la maison avec. Mais attention, tout a un coût. C'est-à-dire que si vous voulez le mettre sur le pied ici, qui est juste là, il faudra débourser 30 €. Et si vous voulez un lecteur Blu-ray amovible, il faudra rajouter 120 €, plus le nouveau cache qui va avec. Donc, oui, c'est pas mal. Il y a une petite avancée, elle sera quand même beaucoup plus fine, beaucoup plus jolie, il est vrai, mais quelque part, elle sera plus chère. Par contre, une chose qui est vraiment pas mal, c'est que faut savoir que normalement la PS5 d'origine qui est sortie était prévue avec un disque dur d'1 Tera, ce n'était pas le cas. On était à 825 Go. Donc, il faut savoir que l'OS Sony avait une très très grosse taille, puisque en réel, le disque dur affichait simplement 667 Go pour du stockage rien que pour le jeu vidéo. Donc on perdait quasiment 200 Go sur le disque dur qui était vraiment tout petit. Aujourd'hui, avec la nouvelle PS5, on aura un disque dur de 1 Tera. Donc là, c'est bien vu. Si vous voulez acheter la 14e génération de chez Intel, ça sort aujourd'hui. Et on aura 3 références pour le coup. Le 14900K, le 14700K et le 14600K qui, pour moi, sera le processeur le plus vendu puisqu'il est référencé pour un processeur de gaming. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est le 14700K. Tout simplement parce qu'il prend quelques cœurs supplémentaires par rapport au 13700K qui était vraiment assez véloce. Sinon, pour le reste de la gamme, je reviens sur la même analyse que j'ai faite précédemment, c'est qu'on est sur un gros refresh du 13000 et on a juste un overclockage supplémentaire, c'est tout. Donc, vous n'allez pas grappiller énormément de choses et même au niveau de la l'APU graphique, ça ne change pas. On est toujours sur le 770 qui est un refresh du 750. Donc, pour le coup, à part le 14700K, lapsus, le reste ne vaut pas vraiment le coup.
Le plus important va concerner bien sûr ici les prix, puisqu'il faut savoir que Intel, normalement, aurait décidé de vendre ses processeurs de nouvelle génération au même prix que les processeurs d'ancienne génération, donc les 13000. Ici, vous pouvez voir un tableau qui est plutôt intéressant. Ici, sur un autre site, vous pouvez voir un autre tableau et on va les comparer. Avant de comparer ces deux tableaux, pour rappel, Intel nous communique qu'il n'augmente pas les prix par rapport à la version 13000. Regardez ce premier tableau de gauche. Le 14900K, on est à $600 à $1 près. Le tableau de droite, on est à $589. Et ça va comme ça crescendo, puisqu'on a quasiment toujours $10 de moins sur chaque tableau. Aujourd'hui, en voyant ces deux tableaux, j'aimerais vraiment connaître le prix officiel des processeurs de 14e génération de chez Intel. Et quand vous fouillez un peu plus sur le web, vous pouvez remarquer que le 14900K sur eBay, il coûte 684,99 €, soit une vingtaine d'euros de plus que le 13900K. On va continuer avec les bleus et là, pour le coup, on va revenir un peu en arrière. Rappelez-vous, Intel n'était pas vraiment décidé pour son implantation de sa plus grosse usine de semi-conducteurs. Il avait décidé soit de le mettre en Espagne, soit de le mettre en France ou alors en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne aujourd'hui a raflé le contrat avec Intel? Tout simplement parce que l'Allemagne a fait vraiment des gros efforts au niveau avantage fiscal pour la société Intel, que la France et l'Espagne n'ont pas fait, mais il n'y a pas que ça. Mais l'Allemagne avait un joker dans sa manche, c'est-à-dire qu'il a promis à Intel d'avoir un coût de fonctionnement au niveau électrique beaucoup moins cher que la concurrence, puisque l'Allemagne vendrait quasiment à perte l'électricité pour Intel. Donc, évidemment, les marges de chez Intel, vu qu'ils paieront beaucoup moins d'électricité, vont augmenter. Et c'est pour ça qu'Intel a choisi d'implanter son usine de semi-composants en Allemagne. Le fait intéressant dans tout ça, c'est qu'au niveau écologie, Intel et l'Allemagne, on n'ont rien à cirer, puisque, je vous rappelle, le parc nucléaire d'électricité allemand est fermé. Aujourd'hui, l'Allemagne produit de l'électricité avec des centrales à charbon. En 2023, Galax fête ses 20 ans d'existence. Et pour le coup, il a pris une RTX 4090 de base et l'a remodelée complètement à sa façon. Et pour le coup, c'est vraiment trop joli. Vous la voyez, elle est complètement blanche, translucide. On a deux ventilateurs à l'avant. Ici, on a refroidissement passif. Et quand on regarde la backplate, en fait, on voit ici qu'on a un assortiment de RGB partout. Ici, ce symbole, ça signifie le chiffre 2. Et le 0, pour marquer les 20 ans de chez Galax, c'est remplacé par un ventilateur. Et tout autour, on a du RGB. Et elle est vraiment magnifique. Rien qu'au niveau du design, ici, c'est encore une fois du RGB avec un genre d'alu brossé. C'est vraiment très joli. Alors, on ne sait pas vraiment si ça sera sur le marché, on va dire, mondial ou simplement le marché asiatique, voire même le marché USA. Mais pour le coup, on se dirait que c'est une version limitée qui va coûter quand même assez cher et ça ne sera pas pour toutes les bourses. On continue sur la lancée et on va fêter un autre anniversaire, celle de la RTX 4090 Founder Edition, puisque ça y est, elle a un an aujourd'hui. Et pour fêter ça, Nvidia va augmenter le prix de 30 €. Pourquoi ces 30 € supplémentaires? Tout simplement parce que Nvidia a réactualisé les prix au niveau du cours du dollar et de l'euro. Donc, voilà, 30 € plus cher pour la 4090. En même temps, ça ne nous chagrine pas vraiment puisque la 4090, déjà au prix de base, était vraiment trop chère pour nos bourses. La DDR5 et la DDR4 ainsi que tous les SSD vont augmenter au niveau du prix à partir de ce trimestre. Pourquoi? Parce que les marques qui les produisent en ont vraiment marre d'être pris à la gorge. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, ils se sont dit, au lieu d'augmenter la production, on va plutôt être agressif au niveau des prix pour pouvoir avoir plus de marge. On a un aperçu général des hausses de prix pour ce trimestre. Et accrochez-vous puisque la DDR5 va passer d'une hausse de 3 à 8%. La DDR4, on passe de 0 à 5%.
La VRAM pour tous les cartes graphiques va passer de 3 à 8%. Et même au niveau de la RAM des téléphones portables, que ce soit la 5X ou la 4X, on passe de 3 à 8% et de 5 à 10%. La question qui fâche, c'est faut-il investir tout de suite avant cette hausse de prix? En tout cas, merci d'avoir regardé ce Tech Actu jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple. En bas à droite, vous avez le bouton abonner. Ça prend 2 secondes, ça ne coûte rien et ça soutient vraiment la chaîne. Et merci à ceux qui vont le faire. Et bien sûr, le petit pouce bleu pour la récompense. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut les potes, ciao ciao!